Donc dans ces granules, vous avez donc de la perforine, dont l'action est d'aider à délivrer le contenu des granules à l'intérieur du cytoplasme de la cellule cible, des granzymes donc, qui sont des protéases qui vont activer l'apoptose, notamment par la voie des caspases, et puis la granulysine qui est une autre protéine. Retenez surtout les perforines et les granzymes. Et donc chez les souris qui n'ont pas de perforine, qui ont été où la perforine a été inactivée, donc les perforines KO, on observe une diminution de la capacité à produire une réponse T cytotoxique vis-à-vis de nombreux virus, d'où vraiment l'importance de la perforine pour que les protéases granzymes puissent être actives et entraîner l'apoptose cellulaire. Donc ça, c'est une autre représentation de ce qui se passe ici entre la cellule T et la cellule infectée par un virus, où vous avez à gauche le complexe TCR et CMH peptide qui est reconnu, et puis donc la libération de ces granules cytotoxiques au début donc dans l'espace synaptique entre les deux cellules. Et vous voyez donc que la perforine, qui est ici représentée en vert, va permettre de former donc des petits pores dans la membrane cellulaire et va permettre aux autres protéases de la granzyme, de rentrer dans la cellule et d'activer donc d'une part cette voie des caspases, là avec la procaspase 3, et puis d'autre part une voie de mort via une attaque au niveau mitochondrial. Il y a des protéines pro-apoptotiques qui s'appellent BID, BAD, BAX. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que donc par ces deux voies, au niveau nucléaire, donc on aura une fragmentation de l'ADN, et puis au niveau mitochondrial, on aura aussi une lyse. Tout ça va entraîner l'apoptose. Donc ici, vous avez une autre représentation de ce qui se passe, notamment de la réorientation des granules une fois que le CTL a reconnu sa cible, où en haut, vous voyez, donc vous avez le CTL qui a reconnu sa cible, et puis on voit les granules qui sont marquées ici en rouge. Après 1 minute, on a le déplacement des granules vers le bas, vers la cible, et puis un relargage du contenu des granules dans l'espace entre le CTL et sa cible, et puis la cible qui va commencer à entrer en apoptose. Alors la cytotoxicité, elle est également médiée par la production de cytokines. Les CTL vont produire des cytokines qui contribuent grandement à cette défense anti-infectieuse. Donc retenez surtout l'interféron gamma et le TNF-alpha. Alors l'interféron gamma, il a plusieurs rôles qui sont vraiment majeurs. Il va inhiber la réplication des virus. Il va augmenter l'expression des molécules du CMH de classe 1. Et donc, plus il y a d'expression des molécules du CMH de classe 1, plus les cellules cibles vont présenter des complexes CMH peptides qui seront donc de plus en plus reconnus par les CTL. Donc, ça contribue grandement à l'action de ces CTL. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est là qu'on voit que les mécanismes mis en place par le système immunitaire sont vraiment complémentaires. Vous vous rappelez que les cellules NK, par exemple, elles ont des récepteurs qui vont leur permettre, elles, de reconnaître quand il y a une diminution d'expression de ce CMH de classe 1, parce qu'il y a certains virus qui mettent en place des mécanismes de défense qui inhibent justement l'expression de ces CMH de classe 1, qui fait que donc ces cellules cibles ne seraient pas bien reconnues par les CTL. Et il y a cette deuxième ligne de défense avec les cellules NK. Alors l'interféron gamma, il active également les macrophages et il recrute les macrophages donc dans les foyers infectieux, ce qui est donc très important. Et le TNF-alpha contribue également à cette activation des macrophages. Donc dans les mécanismes de la cytotoxicité, donc il y a vraiment donc les granules cytotoxiques qui sont majeurs, mais la production de cytokines par les CTL est également un des mécanismes qui contribue grandement à cette défense. Et le troisième mécanisme de la cytotoxicité des CTL, c'est des interactions via les récepteurs face et face ligand. Donc en fait, vous allez avoir donc la formation, comme tout à l'heure, du conjugué CTL et cellule cible, ici. Et en fait,
donc le lymphocyte T cytotoxique porte la molécule FAS ligand et la cellule cible va porter le récepteur FAS qui contient un domaine de mort au niveau intracellulaire qui est représenté en bleu ici. Et donc, quand on a la liaison FAS et FAS ligand, cela va entraîner via ce domaine de mort une activation de la procaspase 8 et une activation de la cascade des caspases pro-apoptotiques et donc là aussi une apoptose. Donc ça, c'est un deuxième mécanisme à côté des granules cytotoxiques. Et les CTL peuvent tuer par l'une ou l'autre de ces deux voies. Donc soit par la voie des granules cytotoxiques, soit par la voie du récepteur FAS ligand. En tout cas, les deux voies vont aboutir à la cascade des caspases et donc à l'apoptose. Et les molécules effectrices donc, que vous devez retenir, ce sont la perforine, donc, qui permet de faire des pores dans la membrane et de laisser passer l'autre molécule effectrice qui est le granzyme, et puis les cytokines qui sont produits par les CTL, donc l'interféron gamma et puis le TNF-alpha. Donc, le bilan de cette réponse, c'est que, donc d'une part, les cellules cibles, bien entendu, sont tuées. Ce qui est important, c'est que les cellules non cibles ne sont pas altérées, elles. Donc, ce qui est très important pour les tissus qui ont une faible capacité de régénération. Donc, vous voyez ici sur le dessin, donc le CTL, il tue une cellule qu'il reconnaît comme sa cible. Donc, la cible meurt, mais les cellules autour qui ne portent pas la même spécificité antigénique, vous voyez le peptide qui est rouge et à côté qui est bleu, eh bien ces cellules ne sont pas lysées par le CTL. Alors, par contre, si le CTL voit à proximité des cellules cibles avec la même spécificité antigénique, ils peuvent se détacher et puis devenir disponibles pour d'autres cibles et les tuer. Et ensuite, donc, la majorité des CTL vont entrer en apoptose et une minorité va retourner à un état quiescent et devenir des cellules mémoire. Donc, ces effecteurs mémoire, ils vont avoir des fonctions effectrices immédiates. Donc, ils vont produire assez d'IL2 pour se passer d'une coopération avec les TCD4-TH1 qui produisent de l'IL2. Et ces cellules effecteurs, CD8 cytotoxiques et effecteurs mémoire, ils peuvent également se passer des signaux de co-stimulation. Donc, ils vont être tout de suite disponibles et tout de suite effecteurs cytotoxiques pour lyser les cibles. Et donc, il y a deux types de cellules mémoire qu'on distingue maintenant. Il y a les T-effecteurs mémoire qui sont donc directement dans les tissus périphériques, qui vont avoir des fonctions effectrices immédiates. Et puis, il y a les T-centrales mémoire, qui sont dans les organes lymphoïdes secondaires, eux, et qui vont être capables de se différencier et de proliférer en cellules effectrices. Donc voilà, on a terminé pour juste la partie sur la cytotoxicité. Donc on va commencer la deuxième partie sur l'hypersensibilité retardée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ce terme hypersensibilité retardée? Donc, hypersensibilité, c'est parce que, donc d'habitude, une réponse immunitaire, elle entraîne une réponse adaptée qui est infraclinique en général, avec une réponse localisée sans pour autant qu'il y ait vraiment de lésions au site du conflit. Là, c'est quand on entend hypersensibilité, c'est qu'on entend une réponse qui a des effets néfastes et qui conduisent à des lésions tissulaires. Alors, les hypersensibilités, elles sont classées en 4 types et vous connaissez sans doute le type le plus connu, qui est le type 1, c'est une hypersensibilité médiée par les IgE, qui sont les réactions d'anaphylaxie. Donc, quand on parle d'allergie, on entend le plus couramment, on pense à ces réactions d'anaphylaxie qui sont médiées par les IgE. Mais il y a d'autres types d'hypersensibilité médiées par d'autres composants, soit par les IgG dans les types 2, par les complexes humains dans les types 3, et puis médiées par des cellules, donc par les lymphocytes T, CD4 et CD8, quand on s'intéresse aux hypersensibilités de type 4, qu'on appelle donc les hypersensibilités retardées parce qu'elles n'apparaissent que quelques jours après la rencontre avec l'antigène.
ce qui est très différent des hypersensibilités, par exemple, médiées aux IgE, qui, lors du second contact avec l'antigène, apparaissent de manière presque immédiate. Donc, l'hypersensibilité retardée, elle se manifeste comment? Eh bien, par des manifestations notamment cutanées, avec un érythème induré, des papules, des vésicules, ou également un prurite. Et les étiologies peuvent être donc infectieuses, notamment avec des pathogènes intracellulaires résistants, notamment les mycobactéries, les Mycobacterium tuberculosis. Et puis aussi des étiologies allergiques avec ce qu'on appelle l'hypersensibilité de contact, notamment avec des aptènes ou des petits cations comme le nickel qui sont parfois contenus dans certains boutons qui sont dans les vêtements et qui entraînent donc ces hypersensibilités de contact. Donc les aptènes qui sont des petites molécules qui vont pouvoir se lier facilement à des protéines de l'organisme et entraîner ces réactions d'hypersensibilité allergique. Donc là où vous avez ces hypersensibilités de type 4, avec donc comme antigènes donc les protéines des mycobactéries qui peuvent entraîner ces manifestations cutanées, et puis les aptènes qui peuvent également entraîner ces manifestations d'hypersensibilité de contact. Et on classe maintenant également la maladie cœliaque, qui comme une hypersensibilité retardée avec comme antigène la gliadine. Donc on en parlera très